Je suis Farid Hamel, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon et je représente une population de 3500 avocats sur Lyon. Très bien, 3500 avocats. C'est quoi un avocat et c'est quoi son rôle selon vous? Alors, un avocat, c'est une profession, c'est un métier et c'est, j'ai envie de dire, une vocation. Vous avez toutes sortes d'avocats. Vous avez l'avocat qui fait du pénal, c'est celui qui est connu du grand public. Vous avez l'avocat d'affaires, qu'on ne voit pas beaucoup, qui négocie des contrats toute la journée. Vous avez l'avocat fiscaliste, vous avez l'avocat en droit public. Il y a toute une palette, toute une variété d'avocats. Donc c'est une profession qui est très diversifiée sous un seul terme, le nom générique d'avocat. Très bien, donc ça recouvre beaucoup d'acceptions différentes. Alors, ça balaye tout le champ d'activité et la vie sociale d'une société. Vous avez l'avocat qui s'occupe d'enfants mineurs isolés, vous avez l'avocat du divorce, le droit de la famille, l'avocat qui s'occupe des procès en responsabilité médicale, tout ça c'est l'aspect judiciaire. Ensuite, vous avez tout l'aspect droit économique, où l'avocat est moins présent, mais on le découvre dans les journaux style Les Échos, La Tribune, où chaque grosse opération nationale ou internationale, vous avez des cabinets d'avocats qui travaillent. À titre anecdotique, le fameux Brexit dont on parle toute la journée a généré un chiffre d'affaires de plusieurs milliards dans les cabinets parisiens anglais, puisque les conséquences du Brexit sont énormes au niveau juridique, sur les contrats, sur la législation. Très bien. Vous parlez justement du fait que c'est à la fois une profession, un métier, une vocation. Si justement vous deviez qualifier, ça serait quoi exactement? C'est aimer la défense et on va dire aimer son prochain, même si c'est un terme un peu ecclésiastique. Aimer son prochain, pourquoi? Parce que le métier d'avocat recouvre, notamment sur le plan judiciaire, une véritable vocation. Le meilleur exemple que je puis vous donner, c'est le fait que de nombreux avocats défendent parfois des gens gratuitement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, ou ils bénéficient d'une aide juridictionnelle. Ils le défendent par passion, parce qu'ils sont attachés à la cause. Et c'est le souci de faire triompher soit la vérité, soit la justice. Il faut être croyant finalement pour être avocat. Croire en son étoile et croire en son métier. Et c'est de plus en plus difficile. Et un avocat, ça sert à quoi concrètement une fois que... Un avocat, on vient le voir quand on a un souci, quand on a un problème. C'est un peu comme le médecin ou l'hôpital. Le dysfonctionnement de l'hôpital, personne ne s'en occupe, sauf lorsqu'on est confronté aux attentes, aux services d'urgence, etc. Là, on va voir un avocat quand on a une difficulté, quand on pense qu'on est victime d'une injustice ou qu'on a un procès, une demande à faire triompher. Donc on va le voir et on se confie à lui un peu comme vers un confesseur. On lui donne tout et c'est à l'avocat de faire le tri et de dire ce que l'on peut faire avec les éléments qu'on nous apporte. Alors là, on pourrait peut-être justement préciser par rapport aux autres interviews qu'on avait fait, on voit que les gens vont souvent voir l'avocat trop tard apparemment. Une fois que la... C'est souvent vrai. En matière de droit des affaires, les industriels, les commerçants, les hommes d'affaires ont tendance à aller voir leur avocat avant pour entreprendre une opération. Et malheureusement, on nous saisit souvent une fois qu'on a signé un mauvais contrat ou qu'on s'est fait, entre guillemets, avoir dans une vente. On saisit l'avocat alors qu'on ne l'a pas consulté avant. Et si on le consultait avant, une simple consultation permet d'éviter souvent des procédures qui durent des années et qui ne sont pas toujours très satisfaisantes. C'est un métier qui a l'air assez compliqué, en même temps assez prenant. Pourquoi on devient avocat? C'est toujours la même réponse. On devient avocat parce qu'on aime ce métier, ce qu'il représente. Aujourd'hui, dans la société, dans les informations de tous les jours, on voit la place de l'avocat dans la société. Pour moi, c'est une place capitale parce que lorsqu'il y a des débordements, même au niveau législatif, au niveau des réactions par exemple de députés qui sont des élus de la nation, on a des gens qui sont là pour leur rappeler un peu, les ramener à conserver les pieds sur terre. Et ce sont les journalistes et ce sont les avocats qui rappellent les principes essentiels qu'on ne peut pas laisser passer sous prétexte d'une pression médiatique ou événementielle. L'avocat est là pour rappeler avec le juge qu'il y a des lois qui sont là, qui forment la société, qui permettent de vivre en harmonie, et ces lois doivent être respectées, quels que soient les débordements médiatiques ou autres. D'accord. Il y a une journée type de l'avocat? Alors la journée type de l'avocat, je vais vous donner la mienne. Là, en tant que bâtonnier, je ne suis pas très souvent à mon cabinet, mais l'avocat est à son cabinet généralement. Il y en a qui viennent très tôt, hein, à 7 h du matin, ou 8 h 30, on va dire.
Et l'avocat fait son courrier, traite ses dossiers et ensuite l'avocat judiciaire va plaider. L'avocat qui intervient dans le domaine du droit des affaires va voir ses clients en entreprise, en usine, dans les usines. Il se déplace beaucoup et il rédige ses contrats, il fait ses rendez-vous. Et le soir, généralement, les avocats reçoivent leurs clients en fin d'après-midi, comme un médecin. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment. C'est quoi l'interprofessionnalité ? C'est un phénomène assez complexe qui regroupe 3 professions, les experts comptables, les notaires et les avocats. Le droit est devenu très complexe et on a besoin de ces spécialités qui sont complémentaires, qui nous permettent d'appréhender toutes les facettes d'un dossier. L'avocat a besoin du notaire pour les conséquences sur certaines conséquences patrimoniales ou en matière de successoral, dans la gestion d'un patrimoine. On a besoin de l'expert comptable pour définir les incidences fiscales ou sociales d'un dossier. Et l'avocat, on est tous en quelque sorte chefs d'orchestre et on dispatche les compétences pour trouver le meilleur spécialiste qui réponde à la demande du client. Donc vous pensez que c'est l'avenir des avocats ? C'est indispensable puisqu'on se heurte à une société qui est de plus en plus complexe au niveau législatif. Les lois se multiplient tous les jours, à tel point qu'avant on disait un avocat fiscaliste. Je vais vous donner l'exemple. L'avocat fiscaliste, avant, faisait tout le droit fiscal. Aujourd'hui, dans les cabinets d'avocats fiscalistes, vous avez des avocats qui sont spécialisés en droit, impôt sur les sociétés, en matière de TVA. Chaque matière fiscale donne lieu à une spécialité, tellement la loi devient de plus en plus complexe, la législation. C'est un adage qui aujourd'hui décemment ne peut plus s'appliquer. L'avocat a une obligation de conseil, donc il doit conseiller ses clients au mieux. S'il ne le sait pas, il doit le dire et renvoyer vers un spécialiste. Mais très franchement, on découvre, même les avocats spécialisés se heurtent tous les jours à des difficultés parce que connaître la loi, c'est quasiment impossible. Il faut avoir les réflexes de chercher la source, mais on ne peut pas connaître toutes les dispositions législatives ou réglementaires, notamment avec les dispositions européennes qui s'appliquent sur le droit français. Alors, vous avez envoyé une lettre ouverte à Damien Dreux, le président de l'Ordre des experts comptables, après qu'il ait revendiqué la compétence des experts comptables en matière sociale. Vous pensez qu'il y a des risques que les experts comptables empiètent sur la profession d'avocat ? Non, alors c'est une vieille histoire qui a été réglée. Il y a une parole malheureuse du président de l'Ordre des experts comptables qui avait dit que les avocats devaient se cantonner au secteur judiciaire du droit social. Alors que, notamment à Lyon, nous avons des avocats spécialisés, des cabinets spécialisés en droit social qui font du conseil, qui ne font quasiment que du conseil en droit social. Et les experts comptables se sont également mis sur le marché et ont embauché des juristes qui font du droit social. Mais j'expliquais qu'il fallait que chacun exerce son métier et fasse ce qu'il sait faire. Parce qu'il ne suffit pas d'embaucher des collaborateurs pour maîtriser une matière. Si vous ne connaissez pas la matière, vous ne pourrez pas corriger ce que fait votre collaborateur. Très bien. Mais l'incident a été dépassé, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et on continue à travailler ensemble dans le cadre de cette fameuse interprofessionnalité. Tant mieux. Alors, pourquoi les avocats sont-ils autant à cheval sur leur déontologie ? C'est quelque chose qui a l'air de leur tenir à cœur. Et surtout, c'est quoi la déontologie ? Alors, la déontologie, c'est le fondement de notre profession. Ce sont des règles écrites ou non écrites, mais qui sont essentiellement écrites, qui font que nous devons respecter certains principes sur lesquels on ne peut pas transiger. C'est la loyauté envers son client, c'est le principe du secret professionnel. Le client doit pouvoir tout nous raconter et on est gardien de ses secrets. Le secret professionnel constitue un des fondements de la société de droit. Une personne qui est mise en examen, qui est poursuivie, doit pouvoir tout dire à son avocat et c'est à son avocat de choisir le système de défense en accord avec son client. Donc on a des principes en matière de déontologie qui sont le principe du contradictoire. On doit respecter, c'est d'ailleurs inscrit dans le code de procédure civile, on doit tout communiquer, on doit tout échanger avec son adversaire, mais on doit respecter la loyauté du débat ou du combat judiciaire, si vous voulez. Vous pensez que c'est quoi les enjeux de l'avocat de demain ? Aujourd'hui, il y a la publicité des avocats, il y a Internet, il y a les legal tech. Alors, l'avocat de demain doit s'adapter à tous ces enjeux et doit conserver la maîtrise. L'avocat, ça va être on va dire, le gardien de la stratégie, parce que l'intelligence artificielle ne fera pas tout.
il faudra toujours qu'il y ait un regard humain. L'intelligence artificielle, elle est fondée sur le passé, jusqu'à présent, puisqu'on n'est pas au plus haut niveau de l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle, on dit que c'est l'avenir, mais c'est quand même quelque chose qui est fondé sur le passé. Un revirement de jurisprudence ne va pas se faire avec une machine. C'est l'avocat qui, par ses recherches, par son intelligence, par son savoir-faire, va apporter quelque chose de plus, qui fait que le juge va dire finalement, on va changer, on va juger autre chose. Pour le moment, la machine ne le fait pas, elle va le faire, je pense, dans quelques années. Et l'avocat gardera la maîtrise s'il connaît parfaitement le fonctionnement de ces machines. C'est pour ça que les nouveaux étudiants, les nouveaux avocats devront quasiment savoir coder, savoir déchiffrer et s'imprégner totalement de cette matière. Pour le moment, jusqu'à présent, ne l'apprenez pas en fac, mais demain, il faut que les avocats fassent de l'informatique et que ce soit une deuxième langue maternelle. Est-ce que finalement, c'est pas assez profitable dans la mesure où l'avocat va pouvoir se reconcentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur, c'est-à-dire sa connaissance du droit et le fait que ça soit justement un humain? Alors, ce sera la connaissance du droit, la connaissance de l'humain de son client, la connaissance de l'adversaire, la stratégie, savoir devant quelle juridiction il va plaider, comment ça se plaidera, comment il va orienter son procès. Ça va être un chef d'orchestre. C'est sûr que demain, on n'aura plus besoin d'aller chercher, de passer des heures à faire des recherches de jurisprudence. On les a maintenant de façon instantanée, avec des millisecondes. On a tout ce qu'on veut maintenant. Donc le métier va être totalement bouleversé et je pense que les avocats, notamment les jeunes, s'adaptent à cette démarche et il n'y aura pas de difficulté pour passer le cap. Alors, une question un peu piquante, mais vu que l'avocat va chapeauter finalement des projets, est-ce que l'avocat n'est pas en train de devenir un freelance qui accepte des missions? Il a le même système de facturation. Je pense que ça va être ça. D'abord, on a eu ce phénomène qu'on appelle l'ubérisation du droit, où la profession d'avocat est touchée comme les experts comptables, comme les banques, comme les assurances, comme tous les secteurs d'activité. On doit s'adapter. Donc il est bien certain que l'époque de l'avocat senior, maître, qui connaissait tout, qui avait le monopole de l'information, n'existe plus. Il est en concurrence aujourd'hui. Il doit s'adapter. La difficulté, c'est de conserver une maîtrise. Mais il est bien certain que des prestations, l'avocat ne va garder que les prestations, si vous me permettez l'expression, haut de gamme. Les actes classiques vont être faits par des machines. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais il faudra quand même qu'il y ait un regard d'un juriste expérimenté. Mais les prestations, les coûts baissent, les coûts d'avocat, enfin les facturations sont obligées, on est obligé de s'adapter à la concurrence. Les prestations sont facturées avec un coût beaucoup moins élevé. Mais c'est une évolution qui est naturelle. Il faut qu'on suive la société. On ne va pas rester en marge sur une île déserte, sans clients. Alors vous êtes spécialisé en droit commercial judiciaire. Ça consiste en quoi, le droit commercial judiciaire? Alors, ça concerne essentiellement la matière qui dépend du tribunal de commerce pour des litiges entre commerçants ou entre sociétés. Un exemple type, j'ai un client qui vend des machines-outils. Un acheteur se plaint d'un dysfonctionnement. On met en place soit une procédure d'arbitrage pour organiser une expertise amiable. Et on essaye, aujourd'hui, même en matière commerciale judiciaire, de régler les dossiers de façon amiable, soit dans le cadre d'une conciliation, soit dans le cadre d'une médiation. Et sinon, en cas d'échec, on va plaider le dossier. On voit qu'il y a très, très clairement un mouvement du droit vers l'arbitrage. Vous pensez que c'est bénéfique? Alors, c'est bénéfique, oui, parce que c'est censé être plus rapide. La principale difficulté, l'obstacle à l'arbitrage, c'est le coût. Puisqu'on est obligé de rémunérer des arbitres, et le coût d'un arbitrage est relativement élevé. Il faut que l'intérêt du litige soit très important. On ne peut pas mettre en place un arbitrage pour des litiges à 10 000 15 000 euros parce que les arbitres Normalement, il y a 3 arbitres, sauf si vous décidez qu'il y ait un seul arbitre, mais c'est un peu plus délicat. Vous avez 3 arbitres, c'est ce qu'on appelle un tribunal arbitral, et chaque arbitre vous demande une provision, on va dire, de 1 500, 2 000 euros, 3 000 euros. Donc tout de suite, on sait qu'on a un coût, outre l'avocat, pour payer, on va dire, la juridiction arbitrale de 10, 15, 20 000. Après, on a en matière internationale des sommes folles. Vous avez le procès Tapie qui a coûté, je crois, plus de 150 000 euros d'arbitrage. Donc, l'arbitrage est réservé aux gros litiges. Ensuite, vous avez la médiation qui a un coût beaucoup moins élevé.
puisqu'une procédure de médiation coûte, c'est au temps passé, mais vous pouvez avoir une médiation pour 2 ou 3 000 euros, sans difficulté. D'accord. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? C'est un peu le hasard, puisque j'ai démarré, lorsque j'ai été embauché comme collaborateur, en 1982, j'ai démarré dans un cabinet qui faisait du droit commercial. Et la matière m'intéressait parce que c'est vivant, ça touche à la fois à l'économie, au rapport humain et à la vie des affaires, si vous voulez. Il y a de l'humain dans le droit commercial? Beaucoup. Il y a beaucoup d'humains. Un chef d'entreprise qui a une difficulté ou qui est en difficulté, par exemple, qui est au bord du dépôt de bilan, vous avez, ça recouvre parfois des drames sociaux, puisque ça a un impact sur sa vie de famille, ça a un impact sur son patrimoine. Ses biens sont saisis. Il doit se battre avec ses clients, avec ses employés, avec ses fournisseurs. Donc c'est une lutte et on est là pour faire, souvent on fait du coaching, pour essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe et de leur sortir la tête de l'eau. Alors, la tournure que prend la justice actuellement n'a pas l'air de vous satisfaire. Vous avez notamment déposé une gerbe l'an dernier en hommage à la justice. La justice, elle est morte? Alors, elle est morte, pas tout à fait, puisqu'il faut toujours être positif. Vous avez vu, je vois que vous suivez l'information, puisque ça date de l'année dernière. Depuis, les choses ont évolué. Le projet de loi, ce qu'on appelait le projet de loi justice, est passé. Donc nous sommes légalistes, on fait avec la loi qu'on a. On l'a combattue de toutes nos forces. On n'a pas été entendu par le législateur, mais on a été entendu et suivi par le Conseil constitutionnel qui a annulé un certain nombre de dispositions que l'on contestait avec beaucoup de vigueur. On n'a pas eu tort puisque le Conseil constitutionnel a supprimé ces dispositions. La justice n'est pas morte, on va s'adapter. Ce que l'on regrette, c'est que notamment en France, le budget de la justice ne corresponde pas aux standards européens et nous sommes en queue de peloton au niveau des pays européens en ce qui concerne le budget de la justice. Qui en pâtit de ces réformes, les avocats ou les contribuables? Le justiciable. Je vous donne un dernier exemple en matière. Il y a une réforme des pôles sociaux. Les pôles sociaux touchent tout le contentieux des personnes qui sont handicapées, qui ont eu un accident du travail, qui réclament une pension, donc qui sont en litige avec leur employeur et la sécurité sociale. Avec la réforme des pôles sociaux, le délai d'attente à Lyon va être de plus de 5 ans, ce qui est inadmissible. Et ce n'est pas l'avocat, puisque l'avocat, c'est son métier de faire des procès, donc il est là pour 35 ans ou 40 ans, il va faire ses procès. Mais il est inadmissible qu'en France, en 2019, un justiciable attende 5 ans pour obtenir la reconnaissance de ses droits, surtout sur des matières aussi fondamentales. Et ça touche les personnes les plus faibles. Les ouvriers qui ont des accidents du travail, qui ont une main broyée, qui perdent un pied dans une machine, attendre 5 ans pour avoir une indemnisation, c'est inadmissible. Puis il y avait un tribunal dédié pour ces affaires-là et maintenant c'est passé ou ça va passer au tribunal de grande instance? Très exactement, c'est cela. Tout a été transféré au tribunal de grande instance. La ministre de la Justice a estimé que c'était une simplification. Pour nous, c'est une véritable catastrophe puisque ces tribunaux avaient déjà beaucoup de retard pour une raison très simple, c'est qu'ils n'étaient pas pris en compte dans les statistiques des tribunaux. Donc, les délais étaient très longs parce qu'on n'en parlait pas. Au niveau de la chancellerie, ça ne remontait pas. On savait qu'il y avait des délais, mais personne ne se plaignait trop. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec cette prise en compte dans le tribunal de grande instance, peut-être que les délais vont s'accélérer, mais pour le moment, Lyon est en grande souffrance à ce niveau. Très bien. Vous pensez qu'il y a des alternatives à mettre en place? Vous avez des pistes de réflexion sur lesquelles on pourrait travailler? Alors c'est très simple, il faut augmenter le budget de la justice. Je vous l'ai dit, le budget est un des plus faibles d'Europe. Il faudrait le doubler. Si on avait le standard allemand, on pourrait rattraper le fonctionnement de la justice en France. On pourrait en 2 ou 3 ans rattraper tout le retard. On manque de greffiers, on manque de juges. On a des juges qui sont en burn-out, ce qui est exceptionnel, ça n'existait pas il y a 10 ans. On a de nombreux magistrats qui sont arrêtés pour surcharge parce qu'ils ont une pression de leurs supérieurs qui leur demandent de sortir les dossiers. Donc on a une vraie souffrance au niveau des fonctionnaires, magistrats et greffiers. Vous parlez du budget, mais est-ce qu'il y a aussi le modèle à revoir ou le modèle vous paraît bien? Alors, il y a une inflation. Il faut savoir que les dossiers, il y a une judiciarisation de la société, avec notamment les assurances de protection juridique. Aujourd'hui, on a beaucoup de procès qui n'existaient pas avant. Il y a ce qu'on appelle les petits litiges de droit de la consommation, qui pourraient être réglés autrement.
Malheureusement, ces dossiers viennent encombrer le tribunal et on prend beaucoup de retard avec des petits litiges. Vous pensez qu'on va vers une justice des pauvres et une justice des riches? Alors, à ce niveau-là, c'est au niveau de la qualité de la défense. Il est bien certain que lorsque vous prenez un gros cabinet d'avocats et que vous ne comptez pas les honoraires, le temps qu'ils passent, les dossiers sortent. Si vous avez affaire à un avocat qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle, qui touche une indemnité forfaitaire, il est bien certain que le temps passé, même si l'avocat est consciencieux et fait son travail, vous n'avez pas le même résultat. Imaginez, quand vous allez dans un restaurant, vous voyez bien la différence de prestation en fonction de la note que vous payez. Clairement. Alors, vous avez dit dans une interview pour Lyon Mag, quelque chose qui a été à mon avis mal compris, à propos de la réforme de la justice justement, que la démocratie, c'est d'avoir le courage d'aller contre l'opinion publique. Sinon, ça s'appelle du populisme. Est-ce que vous pouvez préciser? Les personnes qui sollicitaient le droit d'asile devaient être traitées comme demandeurs, parce que c'était le cas. On a tous les réfugiés qui arrivaient des pays en guerre, notamment je pense à la Syrie. Vous avez des gens qui ne venaient pas, c'était pas de la demande d'immigration économique, c'était des gens qui avaient des situations. On a dans ces personnes des médecins, des architectes, des avocats, des gens qui avaient une situation, qui avaient même une certaine fortune, une certaine aisance matérielle et qui ont dû tout abandonner parce qu'ils risquaient leur vie pour des raisons de confession, de religion ou autre. Et ces gens-là qui sont venus, qui ne demandaient qu'une chose, c'est pouvoir se repartir et peut-être même pas rester en France, tous ces gens-là ont été embarqués dans le même navire, hein, sans faire de jeu de mots malheureux, ont été mêlés avec ce qu'on appelle l'immigration économique, qui n'a rien à voir. Et il faut parfois que les hommes politiques aient le courage, et je pense à Mme Merkel qui l'a fait en Allemagne, de dire que ces gens-là doivent être accueillis. Je vous donne un exemple, j'arrive de Beyrouth, au Liban. La population, le Liban a accueilli 1,2, peut-être même 2 millions de Syriens, sur une population de 2,5 millions d'habitants. Ils ont failli être noyés, ils les ont accueillis plus ou moins, mais ils les ont quand même accueillis, et ces gens-là repartent en Syrie au fur et à mesure. En ce moment, ils repartent à coût de 200 000, 300 000 personnes repartent. Ils sont venus se protéger. Et ce n'est pas une population qui est destinée à rester. En France, on a énormément parlé de cette population, de ces demandeurs d'asile. En fait, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Donc on en a fait une montagne pour pas grand-chose. D'accord. Effectivement, ça semble plus clair dit comme ça. Alors, on va s'intéresser un peu plus à la fonction de bâtonnier. Un bâtonnier, ça sert à quoi? Alors, ça a beaucoup de fonctions. Le bâtonnier est élu par tous les avocats. C'est pas le plus intelligent des avocats, hein. C'est une très belle définition, c'est peut-être le plus aimé des candidats. C'est quelqu'un donc qui est connu par la profession, il faut qu'il ait une certaine expérience, qu'il ait été élu comme membre du Conseil de l'Ordre pour avoir une connaissance, parce que il faut savoir que le Conseil de l'Ordre, il y a une quarantaine de salariés permanents. C'est une énorme machine puisqu'on gère les contentieux, notamment les plaintes des justiciables, les contentieux entre avocats, les contentieux qui peuvent survenir dans le cadre d'incidents d'audience avec les magistrats. Donc on gère ces relations. On gère les relations donc avec les magistrats, on gère les relations avec ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire le monde politique, le monde industriel, et on essaye de donner au barreau un essor et une présence dans la ville de façon à ce qu'ils soient reconnus comme un acteur incontournable du système de la société. Voilà, il assure également, donc il a une fonction disciplinaire. Si un avocat transgresse nos fameuses règles déontologiques, en tant que bâtonnier, j'engage des poursuites disciplinaires et ensuite l'avocat sera poursuivi par ce qu'on appelle le conseil régional de discipline. Il sera jugé par le conseil régional de discipline qui le condamnera ou le relaxera en fonction des éléments qui seront apportés. Donc fonction de représentation, fonction disciplinaire, fonction de fonctionnement de l'entreprise. En fait, je gère une petite PME de 40 salariés, avec un directeur financier notamment. Mais le bâtonnier, c'est, comme vous le dites, quelqu'un qui est là pour encadrer et faire le garde-fou des avocats, ou c'est plus un père, comme on dit parfois, père des avocats, c'est-à-dire qui aime et... Alors, je ne suis pas garde-fou parce que les avocats sont quand même majeurs et à Lyon, notamment, ça se passe très très bien. Les avocats se comportent, il n'y a pas de problème de comportement des avocats. Je peux être saisi s'il y a une difficulté, si un avocat a commis une faute, on va dire si c'est un peu égaré.
J'ai cette fonction, on va dire, peut-être de confesseur. Dans mon bureau, on peut tout me dire, et si une bêtise a été commise, je prendrai la décision en accord avec l'avocat, parce que je ne peux rien imposer à une personne qui est majeure et indépendante. En accord avec l'avocat, par exemple, d'aller voir, si on a une difficulté pénale, aller voir le procureur de la République pour lui expliquer le dossier et voir avec lui les mesures qui doivent être prises. Et ça se fait en parfaite intelligence, puisqu'on a des rapports très étroits, j'allais dire serrés, mais très cordiaux et très libres. On parle en toute franchise avec le président du tribunal, le président de la Cour d'appel, le procureur de la République et la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon. On a le temps d'être avocat quand on est bâtonnier ou c'est une fonction très prenante? Alors c'est très difficile. Je vais vous expliquer. Les bâtonniers travaillent à leur cabinet le week-end. Et comme le week-end, on est souvent en déplacement, en représentation, soit en France, soit à l'étranger, notamment pour les grands barreaux comme Lyon, Paris ou Marseille, c'est souvent le dimanche après-midi ou très tôt le matin. Très bien. Le métier d'avocat aujourd'hui, il est en mutation? Profonde mutation. On suit notamment, vous en parliez tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, des legal tech. On est obligé de s'adapter. L'avocat d'aujourd'hui n'est pas du tout l'avocat d'il y a 30 ans. Personnellement, je suis complètement dépassé en matière informatique. J'essaye de suivre, mais ce n'est pas du tout... je n'ai pas été élevé comme ça. Quand j'ai commencé ma profession, ma carrière, je passais des heures à faire des recherches de jurisprudence. Aujourd'hui, avec les mots-clés, on les tape, on a 50 décisions de cour de cassation en 10 minutes. Avant, on passait 3-4 jours à faire le tri. Un avocat aujourd'hui, ça roule sur l'or? Non. Alors là, je vais décevoir beaucoup d'étudiants, mais on peut très bien gagner sa vie. Je pense à des cabinets, si vous êtes fiscaliste, vous pourrez facilement gagner très très bien votre vie. La moyenne, je vais vous dire, les revenus, c'est, on va dire, entre un avocat démarre, il y a une rétrocession minimale de 2 700 € environ. En deuxième année, quand on est collaborateur, de 2 850. Ensuite, c'est libre. Quand vous êtes installé, vous pouvez gagner 1 000 € par mois ou rien, parce qu'il y a des avocats qui sont en réelle difficulté parce que il n'y a pas que le savoir-faire, il faut le faire savoir. Il y a la relation avec le client. C'est une entreprise aujourd'hui, un cabinet d'avocats. Mais globalement, les avocats gagnent bien leur vie. Ils gagnent le traitement on va dire, d'un cadre supérieur. Je crois que la moyenne nationale, c'est à peu près 70 000 €. Brut ou net? Net. Les avocats dont vous vous occupez à Lyon, par exemple, est-ce qu'ils sont soucieux de l'avenir, justement? Il y a une certaine, on va dire, une angoisse face à ces legal tech qui vont proposer, par exemple, alors on en est un peu revenu, notamment par exemple, une société qui vous propose des constitutions de société pour, on va dire, 200 €, 300 €. À l'expérience, on s'est aperçu que ces sociétés vous proposent un modèle qui n'est pas du tout adapté et qu'ensuite vous avez des options. Quand vous voulez parfaire vos statuts, à chaque fois, vous payez un peu plus. Et au final, on s'aperçoit que les tarifs pratiqués sont presque voisins au cabinet classique. Donc, il va y avoir un retour de balancier et je pense que la qualité de la prestation sera appréciée par le client. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Les avocats à l'été le sont un peu moins. Je vous dis, les honoraires ont soit stagné, soit ont baissé légèrement. Mais au final, le client veut une prestation de qualité et donc je pense qu'il est prêt à en payer le prix. Parfois, il vaut mieux peut-être payer le prix et avoir ce qu'on cherche vraiment plutôt qu'une mauvaise Oui, parce prestation. que vous savez, si on a un statut qui est inadapté, soit on peut avoir une catastrophe par la suite, soit il faut remodifier les statuts, donc ça veut dire une nouvelle publicité, de nouveaux frais, des frais de greffe. Et lorsqu'on doit refaire un travail qui a été mal fait au départ, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Alors, on a demandé à des internautes les questions qu'ils aimeraient poser à un avocat. Il y a 3 questions qui sont revenues assez souvent. La première, c'est pourquoi c'est si dur de joindre son avocat? Alors, c'est une tendance ancienne qui va disparaître. Aujourd'hui, les avocats donnent leur portable. Moi, je l'ai toujours donné, vous l'avez sur ma carte de visite, je suis joignable et je me suis toujours battu pour que les avocats rappellent leurs clients, ne serait-ce que pour dire qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter le dossier, mais qu'ils vont le faire. Mais rien n'est plus insupportable que de laisser une personne dans l'ignorance
et dans le silence. C'est un défaut qui doit être rattrapé. La meilleure preuve, c'est que si vous ne rappelez pas une personne, c'est peut-être un nouveau client. Et lorsqu'on n'arrive pas à joindre son futur avocat au bout de 2 fois, on change. Et c'est normal. Donc les avocats qui font ça sont condamnés à perdre leurs clients. Alors, dans une étude récente, justement, qui avait été menée par Mon Avocat sur 16 000 personnes, on se rend compte qu'il y a 56% des sondés qui disent avoir des difficultés à trouver un avocat, et 44% des gens qui ont eu recours à un avocat disent que ça s'est plutôt mal passé. Comment vous pensez quels critères, qu'est-ce qu'il faut faire pour sélectionner un avocat qui nous correspond? Alors c'est sûr que quand vous m'annoncez ces chiffres, je me dis qu'on a un gros travail de communication à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Déjà, les avocats ont créé, et ça se fait de plus en plus, moi je milite pour que ça se développe, créent des sites. Pour qu'ils se vendent, il faut savoir se vendre, qu'ils précisent leur spécialité. Actuellement, quasiment tous les jeunes avocats qui arrivent sur le marché ont déjà une spécialité. Ils vont dans des cabinets, ils se spécialisent, donc ça c'est une très bonne chose. Donc on doit pouvoir, en consultant le site de l'avocat que l'on veut éventuellement, voir tout de suite son domaine d'activité, s'il est spécialisé ou pas. Ensuite, c'est un problème de communication, il faut être transparent. Qu'il y ait des difficultés, c'est parce que l'avocat n'a pas peut-être mesuré ou su expliquer. C'est un problème vraiment de communication et de dialogue avec son client. Il faut expliquer les difficultés. Il ne faut pas avoir peur de dire que quand c'est pas possible, c'est pas possible. S'il y a le taux d'échec est trop élevé, on a une obligation de conseil. Il faut tout mettre sur la table. Le coût, la durée, les chances de succès. C'est vrai qu'il faut faire une analyse qui prend du temps. Mais pour ça, il peut facturer une consultation d'une demi-heure ou d'1 heure, mais on doit pouvoir faire le tour assez rapidement. Bien sûr. Si justement vous aviez des conseils à donner aux jeunes qui veulent embrasser cette carrière, profession, ça serait lesquels? Alors, de se spécialiser. Aujourd'hui, je vois que les jeunes qui arrivent sur le marché, qui prêtent serment, ont des diplômes très élevés. Avant, on prêtait serment avec la maîtrise, on passait le concours et puis on était avocat. Aujourd'hui, je vois que les diplômes sont... on a des diplômes de haut niveau. Pour moi, l'avocat idéal, c'est l'avocat qui a fait, enfin, je pense au droit des affaires, qui a fait une partie d'études, pas un cycle complet, mais qui a fait une école de commerce. Il faut pouvoir appréhender le monde économique. Un avocat qui n'est pas bercé dans l'économie est perdu. Il va rester sur son île. Il y a tellement d'incidences fiscales. Il faut vraiment connaître le fonctionnement d'une entreprise de A jusqu'à Z. Et ça vous permet d'avoir une meilleure prise de tout le dossier. Pour moi, l'avocat idéal, le jeune, c'est l'avocat qui a fait une école de commerce et qui a donc son diplôme. C'est vrai que quand on contacte des avocats, on remarque souvent ça. Ceux qui ont fait une école de commerce ont un site parfait, rappellent très rapidement notamment, et comprennent totalement ce qu'on veut leur demander, ce qu'on veut faire, d'une manière beaucoup plus pragmatique que souvent les avocats qui ont qu'un cursus juridique. Juridique, c'est exactement ça. Ils sont entrepreneurs. Parce qu'il y a le faire savoir et puis ensuite il y a la prestation qu'on donne. Et à partir du moment où l'avocat réagit, on va dire en chef d'entreprise, avec la couverture en plus juridique, c'est un homme parfait, un avocat parfait. Si vous deviez donner une seule leçon de droit, ça serait laquelle? Alors ce ne serait pas une leçon de droit, ce serait une leçon de vie, c'est l'humilité. Puisque c'est une profession où on en apprend tous les jours. Plus on avance, plus c'est un peu Jean Gabin, hein, plus on constate que l'on ne sait rien. Et il faut vraiment, l'expérience c'est quelque chose, mais faire preuve d'humilité et respecter son adversaire, parce que il faut toujours se mettre, et c'est comme ça qu'on gagne les procès, en fait c'est de la stratégie, c'est un peu du jeu de go, il faut se mettre en face, se mettre à la place de l'adversaire, savoir quelle est sa motivation, où il veut aller. Donc c'est ça. En fait, il faut faire preuve d'imagination, d'humilité, d'imagination. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie de m'avoir écouté.